Bienvenue à la deuxième partie des deux présentations sur le genou. Nous allons aborder dans cette vidéo l'ostéochondrite disséquante, les fractures par avulsion de l'éminence intercondylienne, les fractures du plateau tibial et de la tubérosité antérieure, la maladie d'Osgood-Schlatter, les fractures du tibia et de la fibula, et enfin les variantes anatomiques. L'ostéochondrite disséquante du genou a tendance à se produire au niveau du condyle fémoral médial. Elle résulte d'un traumatisme antérieur qui, bien plus tard, deviendra une affection chronique. Ici, le fragment osseux concerné ne s'est pas complètement détaché de la surface articulaire, mais chez certains patients, c'est le cas. Cette pathologie affecte typiquement le grand enfant, l'adolescent et l'adulte jeune, donc entre la deuxième et quatrième décennie, notamment de sexe masculin, puisque le ratio est de 4:1. L'âge moyen au diagnostic est de 13 ans et son incidence est environ de 6,8 pour 100 000 chez les enfants de 6 à 11 ans. L'origine africaine semble également constituer un facteur de risque. Le genou est l'articulation la plus fréquemment affectée par l'ostéochondrite disséquante, devant le talus et le coude. Si vous regardez attentivement cette vue latérale, vous pouvez voir qu'il y a deux clartés ostéochondrales dans cet exemple. Donc reprenons notre quoi ou comment. Quoi, une ostéochondrite disséquante ou du condyle fémoral médial droit. Comment, non déplacé. Pour rédiger cette évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il existe des arguments en faveur d'une ostéochondrite disséquante non déplacée du condyle fémoral médial droit. Il est important de regarder attentivement l'éminence intercondylienne sur toutes les images de traumatisme du genou, car les fractures avulsions peuvent se produire. Les enfants ont des ligaments très solides et en cas de traumatisme, ils sont plus susceptibles de subir une fracture avulsion que de rompre leurs ligaments croisés. En revanche, les adultes sont plus susceptibles de subir une lésion ligamentaire qu'une fracture par avulsion. Sur cette image, nous pouvons voir comment le ligament croisé antérieur s'est détaché de l'épine tibiale antérieure. Et il est également intéressant de noter qu'il n'y a pas de signe de lipohémarthrose, mais nous pouvons voir qu'un épanchement articulaire est présent puisque la bourse suprapatellaire postérieure a été complètement refoulée. On voit ici une fracture avulsion à l'insertion du ligament croisé postérieur associée à une lipohémarthrose. Rappelez-vous que ce cliché a été réalisé avec un rayon incident horizontal. La ligne horizontale représentée en jaune montre le niveau de liquide créé par la graisse flottant au-dessus de la collection de sang. Les fractures du plateau tibial sont souvent difficiles à voir. Rappelez-vous que le plateau tibial n'est pas tout sur un seul niveau. La partie postérieure est inférieure à la partie antérieure. Cela signifie que nous n'obtenons pas une superposition parfaite sur l'image. Heureusement, les fractures du plateau tibial ont souvent une lipohémarthrose associée, car la métaphyse proximale du tibia contient de la moelle jaune grasse. Les fractures du plateau tibial sont généralement intra-articulaires, et la graisse peut donc facilement s'échapper dans l'articulation. Les éléments clés à rechercher sont les suivants. Une densité trabéculaire sous le plateau accru, soit médialement, soit latéralement. Pour rappel, l'adjectif trabéculaire fait référence aux trabécules, qui sont les filaments très fins dont un ensemble forme l'os spongieux. Dans les cas de traumatisme, le plateau tibial latéral est le plus susceptible d'être affecté. L'augmentation de la densité est due à la compaction de ces travées osseuses. Et le deuxième signe à rechercher, c'est la perte d'alignement du condyle fémoral latéral avec le plateau tibial latéral sur la vue antéro-postérieure. Nous verrons cela plus en détail sur la diapositive suivante. L'image de gauche est un genou normal. Si vous tracez une ligne verticale du condyle fémoral latéral au condyle tibial latéral, vous constaterez un respect de l'alignement des deux condyles. Parfois, la tête de la fibula peut créer une petite superposition, donc restez bien attentif et concentrez-vous uniquement sur le tibia.
L'espacement doit être inférieur à 5 mm. Maintenant, regardons une image pathologique, celle de droite. Tracez les mêmes lignes que précédemment et nous pouvons clairement voir que le condyle latéral tibial, enfin le condyle tibial latéral, a été déplacé latéralement car l'écart est bien supérieur à 5 mm. Il existe trois principaux types de fractures du plateau tibial. Les fractures impaction, les fractures séparation et les fractures mixtes impaction-séparation. Dans cet exemple, remarquez que le plateau tibial médial a une corticale articulaire nette. La corticale articulaire latérale est très différente. Nous voyons une zone sclérosée, puis une fissure près du bord latéral indiquant une fracture. Et si vous regardez attentivement sous cette zone, vous remarquerez une augmentation de la densité causée par l'impaction des trabécules due au traumatisme. Reprenons notre quoi ou comment. Quoi, une fracture, ou du plateau tibial latéral droit. Comment, par enfoncement, on peut aussi dire par impaction. Pour rédiger cette évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il s'agit d'une fracture par impaction du plateau tibial latéral droit. Sur cette image, nous voyons une fracture mixte impaction-séparation du plateau tibial gauche avec une comminution importante. Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir que la fracture s'est étendue jusqu'au plateau tibial médial et a également rompu la corticale. Si vous tracez votre ligne verticale du condyle fémoral latéral au condyle tibial latéral, vous pouvez voir que le déplacement est bien supérieur à 5 mm. Reprenons notre quoi ou comment. Donc le quoi, c'est une fracture comminutive ou des plateaux tibiaux médial et latéral. Comment, mixte par impaction-séparation. Pour rédiger cette évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il s'agit d'une fracture comminutive par impaction-séparation des plateaux tibiaux médial et latéral gauche. Les fractures de Sigmund sont provoquées par une force de rotation alors que le genou est maintenu en flexion. 75% des fractures de Sigmund sont associées à une rupture des ligaments croisés et leur détection est donc très importante. Le fragment de fracture est généralement de forme elliptique et adjacent au condyle tibial latéral. La fracture de Sigmund est une avulsion du ligament antérolatéral dont l'insertion tibiale est légèrement postérieure, ce qui la rend parfois difficile à voir sur les incidences de face. Il arrive parfois également que les fibres postérieures de la bandelette iliotibiale soient atteintes. Les fractures d'écollement de la tubérosité tibiale antérieure, notamment en pédiatrie, sont souvent source de grand stress pour les apprenants. Cette lésion est plutôt rare et affecte essentiellement les garçons entre 13 et 17 ans. Elle survient le plus souvent au cours d'activités sportives, par exemple des suites d'une mauvaise réception d'un saut. Revenons à notre anatomie. La tubérosité tibiale antérieure est une apophyse responsable de l'augmentation du diamètre des tendons et des ligaments au niveau de leur insertion. Ici, nous pouvons voir comment la tubérosité tibiale a été avulsée avec une rétraction du site de la fracture et une ascension de la patella. Ici, le ligament patellaire n'est plus uniforme et les fibres musculaires sont maintenant visibles, ce qui confirme la fracture. Le ligament patellaire est normalement d'une couleur grise homogène, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de ligne à l'intérieur. Si une fracture se produit à proximité, les fibres musculaires réagissent et on commence à voir ces fameuses stries à l'intérieur du ligament. La maladie d'Osgood-Schletter est une avulsion partielle de la tubérosité antérieure. Elle s'observe essentiellement chez les garçons de 11 à 15 ans, pratiquant une activité sportive comportant des extensions brutales du genou, telles que le football, le saut, ce qui génère des tractions répétées du tendon patellaire sur la tubérosité tibiale antérieure. Elle peut également s'observer chez la fille, et alors plus précocement. Elle est régulièrement précédée d'une période de croissance osseuse rapide,
et généralement l'atteinte est bilatérale dans 25 à 50% des cas. Cliniquement, les patients présentent des douleurs d'intensité variable, aggravées par l'activité physique et améliorées par le repos. L'examen clinique suffit au diagnostic: une tuméfaction de la tubérosité antérieure sensible à la pression et une douleur reproduite par l'extension du genou contre résistance. Physiologiquement, la tubérosité tibiale antérieure est souvent fragmentée. Cependant, cette fragmentation n'est normalement pas associée à une tuméfaction des tissus mous adjacents. Les sollicitations, les tractions répétées sur l'insertion du tendon patellaire créent une inflammation. Dans cet exemple, nous pouvons voir une tubérosité tibiale antérieure potentiellement physiologiquement fragmentée, mais il y a des signes de tuméfaction des tissus mous en avant, ce qui suggère une maladie d'Osgood-Schlatter. Les cliniciens peuvent poser le diagnostic de la maladie d'Osgood-Schlatter sans avoir besoin d'une radiographie, mais les patients dont les tubérosités tibiales antérieures sont fragmentées sont souvent plus sujets à une fracture par avulsion. L'apparition d'une douleur soudaine dans la région de la tubérosité tibiale antérieure doit déclencher une recherche attentive de fracture avulsion, et pas seulement les signes de la maladie d'Osgood-Schlatter. Reprenons notre quoi ou comment. Quoi, maladie d'Osgood-Schlatter, ou de la tubérosité tibiale antérieure droite. Comment, avec une tubérosité fragmentée associée à une tuméfaction des tissus mous adjacents. Pour rédiger cette évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il y a une tubérosité fragmentée au niveau tibial antérieur droit, avec une tuméfaction des tissus mous adjacents, faisant évoquer la maladie d'Osgood-Schlatter. Une image du tibia et de la fibula doit inclure toute la diaphyse et les articulations des deux extrémités, afin d'exclure les fractures par contre-coup. Les traumatismes indirects exercés sur le tibia ont tendance à produire des fractures spiroïdes ou obliques et entraînent souvent une fracture par contre-coup de la fibula en un point éloigné du site de fracture du tibia. Les traumatismes à haute énergie ont tendance à créer des fractures comminutives du tibia et de la fibula au même niveau que le traumatisme. Les fractures segmentaires, telles que celles en aile de papillon, sont souvent observées dans les fractures du tibia et de la fibula. Il est particulièrement important de les mentionner car une fixation chirurgicale orthopédique sera nécessaire. Nous avons ici une fracture comminutive du tibia et de la fibula avec une composante segmentaire importante, surlignée ici en jaune. Rappelez-vous que pour décrire le déplacement, nous considérons toujours la partie distale de la fracture par rapport à la portion proximale. Les déplacements médiaux du tibia et de la fibula sont majeurs sur ce cliché. Reprenons notre quoi ou comment. Quoi, fracture comminutive pour le tibia et transverse pour la fibula. Ou, de la partie moyenne de la diaphyse du tibia et de la fibula gauche. Comment, segmentaire avec chevauchement pour le tibia, toutes les deux associées à un déplacement médial majeur. Pour rédiger cette évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il y a une fracture transverse de la partie moyenne de la diaphyse de la fibula et une fracture comminutive de la partie moyenne de la diaphyse du tibia avec une composante segmentaire importante. Le déplacement médial et le chevauchement sont bien visibles. Les fractures en cheveux surviennent chez les jeunes enfants. Elles sont le plus souvent observées au niveau du tibia ou du fémur. Ce sont des fractures sans déplacement qui sont soit spiroïdes incomplètes avec un trait fin, soit obliques. Elles intéressent classiquement la moitié distale du tibia chez l'enfant au moment de l'apprentissage de la marche. Elles sont difficiles à visualiser sur les incidences standards, c'est pourquoi des incidences obliques doivent être effectuées en cas de suspicion clinique. Dans cet exemple, nous voyons une fracture oblique à travers le tibia, représentée en jaune. La prise en charge clinique des enfants qui ne veulent pas se mettre en appui consiste souvent à ne pas faire de radiographie immédiatement et à simplement appliquer un plâtre. Lorsque le patient est revu après 7 à 10 jours et que le plâtre est enlevé, s'il est toujours incapable de se mettre debout, alors une radiographie est demandée.
Il est donc possible que la première radiographie que vous voyez d'une fracture d'un enfant en bas âge montre des signes de guérison, c'est-à-dire que les radiographies peuvent te montrer un élargissement du trait de fracture, une réaction périostée, voire un cal osseux. Reprenons notre quoi ou comment. Quoi, une fracture en cheveu oblique, ou en distalité de la diaphyse tibiale gauche. Comment, non déplacé. Pour rédiger cette évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il y a une fracture en cheveu oblique non déplacée de la partie distale de la diaphyse du tibia gauche. La patella bipartite est une variante normale et ne doit donc pas être confondue avec une fracture. Cette dernière correspond au défaut de fusion d'un noyau d'ossification. Elle est rencontrée chez 2 à 3% de la population générale, avec une prédominance masculine, avec un ratio de 9/1. Elle se trouve le plus souvent dans le bord supérolatéral, et le segment a tendance à avoir une corticale arrondie et lisse, tout comme l'os haute adjacent, ce qui signifie que l'on observe un aspect chronique plutôt qu'aigu. Si l'on essaie de reconstituer la patella en un seul bloc, les bords des deux pièces constitutives ne s'emboîtent souvent pas parfaitement, alors que ce serait le cas s'il s'agissait d'une fracture. Nous voyons ici le même cas, mais sur l'incidence de profil. La patella bipartite est souvent bilatérale. Il est également possible d'avoir une patella tripartite, et encore plus rare, une patella multipartite.